Bon, il avait encore tellement de choses à dire, tellement de Hmm. choses à vivre. Cet acteur qui était et humain, que ça arrive, c'est tout simplement horrible. Can she be late for her Pardonnez-moi dinner? d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Très heureux de recevoir aujourd'hui Émilie Atef dans TCS. Comment allez-vous en cette journée? Très, très bien. Ce soir, c'est mon avant-première à Paris de plus que jamais. Et mercredi, le film sort. Et comme c'est un film, j'ai eu l'idée en 2010. Ouais. Donc là, on est 2012, 22, là, ça fait 12 ans. Ah Et ouais. là, il sort ce soir et mercredi pour le public français. Et c'est très émouvant. Ouais. Ouais, Très émouvant. c'est ce que j'avais cru comprendre, du coup, que c'était un film qui était en projet depuis plusieurs années. Comment ça se fait qu'il se met en place que maintenant? Euh, il, il fallait que je mature, je suppose. Il fallait que le film mature. Et quand on commence avec une idée de film, on pense jamais qu'on va le tourner 11 ans après, on va le sortir 12 ans après. C'est jamais comme ça. On a envie de le sortir 2 ans après. Et il se fait que il a fallu le temps pour vraiment trouver l'histoire. J'ai fait des films entre-temps, donc parfois il fallait déjà que ça soit en été à cause de cette lumière en Norvège. Et moi aussi, il fallait que je mature. J'ai eu aussi, dans ces 10 ans, 11 ans, j'ai perdu une personne très, très chère dans ma vie et ça m'a aussi pu, pu voir ce thème, pu comprendre Hmm. ce que vit Hélène, pu comprendre ce que vit aussi Mathieu différemment. Alors oui, plus que jamais, c'est un film du coup avec Vicky Krieps et Gaspard Ulliel. Comment il s'est construit ce casting? Vous aviez en tête ce duo dès le début? Non, non. Vicky Krieps, en fait, on est voisines à Berlin. D'accord. Donc, on se connaît depuis déjà un bon bout de temps. Nos filles étaient au jardin d'enfants ensemble. Et, euh, et on suivait toujours notre travail. Et on s'est dit, un jour, on travaillera ensemble. Et d'ailleurs, dans mon film précédent, 3 jours à Quiberon, elle a joué un petit cameo, un petit rôle. Mais il a fallu ce temps pour plus je la voyais jouer, surtout c'était dans Phantom Thread de Paul Thomas Ouais. Anderson, elle jouait en face de Daniel Daniel Day-Lewis. Day-Lewis, où j'ai vraiment été euh, bouleversée par son jeu, qui est tellement instinctif. On peut pas mettre le doigt dessus. Et cette qualité qu'elle a d'être très fragile et en même temps très forte. Ouais. Et aussi cette qualité qu'elle a d'être, son physique aussi, d'être intemporelle. C'est comme si elle était là et comme si elle était déjà plus là. Et on n'arrive pas à l'attraper, elle n'est pas concrète. Et c'est ça qui est très frustrant pour quelqu'un comme Mathieu. Et ça, c'est une qualité dont j'avais vraiment besoin pour Hélène. Donc, c'était vraiment parfait. Parfait. Et c'est elle qui m'a fait rencontrer Gaspard. D'accord. Euh, Elle avait fait un casting avec lui et quand je lui ai parlé de ce rôle, enfin de Hélène, du projet, et qu'elle a tout de suite, après la première discussion que j'avais avec elle dans un café en bas de ma rue, quand elle a tout de suite accepté de faire le film, quelques jours après, elle a dit, je crois que cet acteur-là serait le bon. hmm. Bah, on parle beaucoup d'ailleurs de votre film comme étant l'un des derniers avec Gaspard Ulliel. Est-ce que ça vous embête que ça détourne l'attention de votre long métrage? C'est pas un court métrage, c'est un très très long Non, de métrage. votre long métrage, j'ai dit. Euh, euh, est-ce que ça m'embête? Cette situation est totalement atroce. Hmm. Le fait qu'il ait disparu, c'est encore plus pour ses proches et sa famille, ses amis, ceux qui ont travaillé avec lui depuis des années avant moi.
cette situation qui disparaisse dans cette où il avait encore tellement de choses à dire, tellement de choses à vivre. Cet acteur qui était et humain, qui était tellement quelqu'un de tellement chouette et vrai et gentil et talentueux, et que ça arrive, c'est tout simplement horrible, horrible et bien sûr, j'aurais tellement voulu qu'il soit à mes côtés pour le présenter. Bien sûr, j'aurais tellement voulu qu'il le voie, qu'il soit là ce soir à l'avant-première. Et ça risque d'être un moment particulier d'ailleurs. Pardon ? Ça risque d'être un moment particulier d'ailleurs. Oui, ça l'était déjà à Cannes. C'est un moment plein d'émotions. Il est tellement bon dans le film et il est tellement lumineux et il est tellement juste que j'espère qu'on puisse oublier un peu Gaspard et suivre Mathieu. Je crois que c'est ce qu'il aurait aimé, mais on est humain, je veux dire. Le public français ont adoré cet acteur et ils ont le droit de réagir comme ils veulent. En tout cas, je suis heureuse, je suis très très heureuse de l'avoir connu et d'avoir pu le diriger et qu'on ait eu ce moment de tournage et très 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 beau et chouette. On était une équipe extrêmement harmonieuse et on a fait des grands voyages ensemble et donc je suis très heureuse de l'avoir rencontré, mais c'est quelque chose qui est bien sûr douloureux. Ça va être douloureux très longtemps. Votre long métrage suit donc la vie d'Hélène face à sa maladie. J'ai trouvé d'ailleurs que c'était très subtil dans l'exécution. Il y a tout un mystère autour de sa maladie au début du film. Pourquoi avoir voulu traiter de ce sujet-là en particulier ? Parce que pour moi, c'est vraiment un film sur la vie, sur une étape de notre vie qu'on va tous passer, vous comme moi, comme ma fille de 12 ans. On va tous y passer, qu'on veuille ou pas. Et aussi, on va tous vivre le passage de gens qu'on aime, qui vont aussi partir. Et pourtant, c'est une étape de la vie dont on ne parle pas beaucoup. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais compris, en fait. Parce que c'est la seule chose qu'on sait quand on est né. C'est la seule chose qu'on sait, c'est qu'on va quitter cet endroit. Et on grandit avec la peur de cet inconnu. Pourtant, on nous parle de notre adolescence, c'est aussi un inconnu en tant qu'enfant et on y va, quoi, on en parle. Le fait d'être parent pour la première fois, le fait de vivre en couple pour la première fois, c'est aussi quelque chose qu'on ne sait pas sur ce moment-là et on y va et on en parle. Mais ce moment de cette dernière étape de vie, c'est comme si de ne pas en parler, ça va... on réussit à s'échapper de cette expérience. Et ce qui m'a encore plus touchée ou m'a posé question, c'est comment ça se fait qu'on n'en parle pas avec les gens qui sont dans cette situation, qu'on aime. Ouais. Pour moi, chaque être humain naît seul, mais elle va mourir seule, même si on se prend main dans la main et on saute du pont, quoi. On va mourir seul. Et pourquoi pas alors essayer de rendre ce moment le plus simple, le plus facile pour la personne qu'on aime, que ce soit un parent, un ami, un conjoint, en lui demandant qu'est-ce que tu aimerais. Est-ce que tu aimerais que je sois là? Est-ce que tu veux être dans cet endroit? Certaines personnes préfèrent être dans la sécurité d'un hôpital, d'autres personnes préfèrent être chez eux. Certains ont peut-être envie d'être dans une maison d'enfance ou d'être dans un endroit complètement différent.
et on leur demande pas, peut-être, parce qu'on a peur de la réponse, on leur demande pas parce qu'on les aime tellement qu'on se dit on veut être là, on veut se forcer à eux. Et c'était ça, en fait, pour moi, c'est un film c'est une émancipation d'Hélène. C'est un film que j'espère apporte de la lumière et de la force et aussi une motivation d'en parler avec nos amis, nos conjoints, notre famille. Parce qu'en fin de compte, je trouve que c'est un respect envers l'autre de lui demander ça. Et puis même pour soi-même en tant que vivant, même si c'est triste que l'autre part, il va partir de toute manière, c'est quand même beau de savoir que cette personne vit ce moment comme il le souhaite. Bah, on le ressent bien à travers votre film. D'ailleurs, j'allais vous demander, vous avez donc travaillé avec Lars Ulrich pour écrire ce long métrage Plus que jamais. Est-ce que vous êtes allé interroger des personnes voilà, qui étaient malades, qui étaient dans la situation d'Hélène pour écrire ? En fait, c'était surtout interroger les gens autour de nous et nos expériences de gens qu'on a perdus. Et durant ces 10 ans, j'ai perdu quelqu'un de très, très important, ma mère, qui était très proche de moi. Et donc, c'était aussi cette réflexion que j'avais. Moi, je n'étais pas du tout aussi loin, aussi fort, aussi généreuse que Mathieu à la fin du film. J'étais pas encore prête à ça. Je sais qu'aujourd'hui je le serai absolument. Mais oui, on en a beaucoup parlé, aussi parlé avec des gens qui travaillaient dans les milieux palliatifs aussi, et aussi lu beaucoup de choses, lu des témoignages, lu des choses sur aussi des gens qui ont eu un Near Death Experience, qui sont morts et sont médicalement morts et sont revenus, et ce qu'ils racontaient. Et surtout, c'était cette réflexion que j'avais déjà jeune sur déjà enfant, dans le royaume des animaux, sur les animaux avec lesquels je vivais, comme les chats ou un chien en particulier, quand il est vieux, quand il a eu un certain âge, il est parti et on n'a jamais compris comment ça se faisait qu'il partait. Et on se sentait presque trahi. Et en fin de compte, Nami Veto nous a raconté qu'il faisait partie de la famille des loups et que les loups, quand ils sentent que c'est leur moment, ils quittent la meute, mais en toute simplicité, pour trouver un endroit, un buisson, une forêt, tout calme, un endroit pour lâcher, pour aussi pas mettre la meute en danger, et pour partir en dignité. Ça m'a extrêmement touchée, cette image. Même si peut-être à la fin de ma vie, ce ne sera pas ça que je voudrais. Mais le film il donne surtout pas, voilà, tout le monde doit le faire comme une solution, comme Hélène. Pas du tout ça. Elle a choisi que c'est pour elle, c'est la façon la plus simple pour partir. Ça lui fait trop mal de voir son mari, son conjoint souffrir. Vous parliez d'un long métrage lumineux et c'est vrai que donc il est découpé en 2 parties. La première en France, la seconde en Norvège, qui est donc elle beaucoup plus lumineuse que celle en France, notamment grâce à ses paysages, tout ça. Qu'est-ce qui vous intéressait dans l'écriture, dans cette écriture en 2 temps ? Pour moi, souvent, dans ma propre vie, en tant qu'enfant et jeune adulte, j'ai beaucoup voyagé dans des cultures différentes, avec des langues différentes. Et pour moi, souvent, dans mes films, comme aussi dans ma vie, le fait de partir dans un endroit inconnu, entouré de gens de langues inconnues, et on arrive à avoir une distance et quelque part on arrive à avoir l'espace et le silence pour se retrouver plus avec soi-même, pour vraiment comprendre le nœud du problème, quoi. Dans ce film-là,
elle est complètement perdue quand elle est entourée des siens pleins d'amour qui lui disent quoi faire, qui marchent sur des œufs, qui la traitent déjà comme quelqu'un qui n'est plus vivant, qui raconte pas leur bonne nouvelle. Je suis enceinte. Surtout, il faut apprivoiser le malade ou la mourante. Et donc, elle se sent déjà presque morte. Quand elle part, elle a cet espace dans cette nature incroyable. Chez ce type un peu, cet ours mal léché, mais qui a une vue très, très cynique et très claire sur les vivants et les mourants. Il lui permet, et ce pays, ce silence, cette lumière où il n'y a pas une seconde de pénombre, aussi très agressive, quoi, quelque part, ça lui permet de vraiment comprendre qu'est-ce que je veux, en fait. Qu'est-ce que je veux? Et même si physiquement elle va peut-être pas mieux, elle va tellement mieux. Elle respire pour la première fois. Parce que pour la première fois, elle vit presque. Ouais. J'ai trouvé aussi qu'il y avait des séquences du coup aquatiques qui revenaient à plusieurs moments du film, notamment avec des oiseaux, et elles agissent un peu comme des respirations dans le film, alors que paradoxalement, elles interviennent quand Hélène va mal. Qu'est-ce que symbolisent ces séquences quasi rêvées? Oui, c'est des séquences. Pour moi, c'était comme dans son subconscient, aussi à Bordeaux, où elle est dans une claustrophobie, elle s'enferme chez elle, les rideaux fermés. Et c'est comme si la nature, cette eau, ces oiseaux magnifiques, mais c'est des mouettes, donc aussi quelque part agressives. L'eau, c'est pas l'eau pittoresque de la Méditerranée, c'est grande vague, c'est vraiment assez houleux, mais ça la calme. C'est comme si l'eau, c'est cette nature rude, venait la chercher et elle, ça la calme. C'est comme elle retourne, voilà, c'est la nature vient la chercher. Elle, dans son subconscient, elle doit aller là-bas pour se retrouver. L'eau, pour moi, c'était aussi, on est d'eau. On sort de l'eau quand on rentre. C'est la première respiration qu'on fait en tant qu'être humain. On sort de l'eau et on respire. Et là, elle sort, elle sort du bateau en Norvège. C'est comme si elle prenait sa première respiration. Et bizarrement, c'est comme vous dites, c'est sous l'eau, on respire pas. Quand on est en dehors, on respire. Mais bizarrement, elle se sent de mieux en mieux flotter c'est comme si petit à petit, elle commence à voyager dans l'autre monde, quoi. Bah, on parle de paradoxe là, plus que jamais, c'est aussi un titre assez paradoxal en soi. Oui, absolument. C'est plus que jamais vivre, plus que jamais aimer, et plus que jamais se dire les choses pour aimer plus. Ça a l'air un peu kitsch, mais voilà, c'est vraiment dans le vrai sens. Je tiens à dire que votre film m'a fait plus peur que n'importe quel film d'horreur de ces dernières années, lorsque d'un coup il y a Gaspard Ulliel qui met un coup de poing à Björn Floberg en pleine tête. Cette scène elle est intéressante puisque c'est une des rares où il n'y a plus de non-dit, et votre film il tourne beaucoup autour de cette notion aussi, le non-dit. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Pour moi, c'est une scène qui est bien sûr choquante, que Mathieu, elle est très humaine. Ça le rend aussi très humain, Mathieu. Le truc, c'est qu'il avale tellement de choses. Et Hélène lui fait subir tellement de choses, et il se sent... Il dit tout le temps, je comprends pas, parce qu'il n'écoute pas non plus. Et il y a une telle frustration de ne pas être compris de sa part. Et quand il voit ce vieil homme et Hélène qui s'entendent, elle est tout à fait autre avec Bent, parce que Bent n'a aucune responsabilité sur elle. Il la laisse totalement libre. Et Mathieu n'a pas ça. Par son amour, il étouffe, parce qu'il pense que c'est juste. Parce que nous, en tant que vivants, on sait que c'est juste. Et on infantilise le malade, et on ne l'écoute pas, et donc il sent que ce qu'elle a avec ce vieil homme qui est absolument pas érotique, ça il l'a pas, et ce coup de poing sur un vieil homme malade, c'est toute
en anglais on dit helplessness, c'est tout son désarroi. Tout son manque de contrôle, il ne sait plus comment faire avec tout ce qu'il a en lui. Et après, il le regrette tout de suite. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout préliminaire. Hein. Il n'attend pas que ce vieux arrive en se disant, voilà, c'est quand le bon moment que je vais lui foutre un coup de poing. C'est vraiment quelque chose qui sort de lui. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de l'excellente musique composée du coup par le pianiste norvégien John Balk pour votre film? Comment s'est passée cette collaboration? C'était vraiment très intéressant parce que j'avais rencontré plusieurs compositeurs de films norvégiens et j'étais pas heureuse, c'était toujours trop émotionnel, trop justement dans l'émotion, suivre ça et j'aimais pas du tout parce que c'est déjà tellement fort en émotion, j'avais pas du tout envie de appuyer ça avec une musique mièvre ou de violon, mais j'avais envie de quelque chose de fort et lui, il n'avait jamais fait de film fictionnel. Sa femme, elle fait aussi des films, des vidéos installations, mais plutôt d'art. D'accord. Dans les métiers. Et donc, c'était pas du tout si facile qu'on le pense, ni pour lui, ni pour moi, parce que c'est un jazzman assez free dans la tête et aussi, il compose aussi beaucoup, mais pour vraiment suivre quand même l'émotion d'Hélène et comment avec la musique, on raconte quand même une histoire, même si ça ne doit pas toujours être l'émotion de la scène. C'était difficile à lui de comprendre ça et moi, j'arrivais pas à comprendre ce qui me composait parce que j'étais complètement perdue, quoi. On était perdus. Je sais pas, elle fait le voyage et tout d'un coup, c'est quand même, quand elle fait ce voyage, c'est un avancé. Il faut quand même qu'on avance avec elle. C'est une émancipation. Et lui, il faisait un truc complètement free où on était perdus. Et donc, il nous a fallu du temps. Et c'était super intéressant. Et puis, après, on a réussi à vraiment... Moi, j'ai réussi à lui faire comprendre et lui, il a réussi à me faire comprendre. Et donc, c'était pas facile, mais on a réussi. Je crois qu'il est très content. Et moi, je le suis. Ça marche super bien. On termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question, c'est la suivante. C'est quoi le dernier film au cinéma ou même à la maison qui vous a marqué, que vous aimeriez recommander? Le dernier film, alors un film que j'ai vraiment adoré, c'était Burning de Lee Chang-dong de Corée du Sud. Ouais. Il a peut-être 3 ans, ce film, je ne sais pas. Je crois que c'est ça. Celui qui me vient en tête, que j'ai vu et où j'ai été très scotchée, qui m'a fait beaucoup réfléchir après, qui m'a émue sans que j'ai compris. Les images étaient extraordinaires. Donc voilà, c'est celui-là que je choisirais. Et bon, alors ça a rattrapé pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu. Merci beaucoup, Émilie Atef, de nous avoir accordé ce moment. J'espère que ça donnera encore plus envie à nos auditeurs de découvrir plus que jamais quand il sortira en salle. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Can she be late for her cinema show? Cinema show.